Ce soir, tout ce que vous avez voulu savoir sur Benjamin Fondane sans jamais oser le demander, par Michel Carassou et Bruno Sourcy. Benjamin Fondane, un insurgé de l'existence. Doux crépuscule, la neige est tombée, c'est le siècle, c'est le vent, c'est le temps et le sang mutiné. Loin, loin de moi, où es-tu, ma 16e année? À peine plus réelle que le 16e siècle. On ne peut pas dire, il n'y a pas un mot. Non, tout est en place, tout est beau, tout est précis, tout est simple, la simplicité même. Portant des gants de laine et une écharpe de couleur criarde, Benjamin Fondane marchait dans les rues de Paris, frôlant les murs à peine plus qu'il ne l'eût fait en d'autres temps. Depuis 4 ans, les nazis occupaient la France. Fondane n'avait pas voulu partir pour l'Argentine, ainsi que l'y avait invité son ami Victoria Ocampo. Il refusait de se cacher, comme il refusait de porter l'étoile. N'était-il pas un homme comme les autres hommes? Les livres qu'il avait publiés avant la guerre n'étaient-ils pas encore aux vitrines des libraires sur le boulevard Saint-Michel? Qui savait que Benjamin Fondane était le pseudonyme d'un juif roumain né Benjamin Wexler? Pourtant, confusément, Fondane percevait qu'il n'y avait pas pour lui de terre d'exil. « Ma demeure est hors du camp », avait-il écrit au verso d'un de ses derniers poèmes. Catherine Tieck lit le témoignage d'Émile Cioran, qui a connu Fondane pendant cette période. Le visage le plus sillonné, le plus creusé que l'on puisse se figurer. Un visage aux rides millénaires, nullement figé, car animé par le tourment le plus contagieux et le plus explosif. Je ne me rassasierai pas de les contempler. Jamais auparavant je n'avais vu un tel accord entre le paraître et le dire, entre la physionomie et la parole. Il m'est impossible de penser au moindre propos de Fondane sans percevoir immédiatement la présence impérieuse de ses traits. Je le revois roulant cigarette après cigarette. Rien n'égalait, répétait-il, le plaisir d'en allumer une à jeun. Il ne s'en privait pas, malgré un ulcère à l'estomac dont il se proposait de s'occuper plus tard, dans un avenir sur lequel il ne se faisait aucune illusion. La femme du plus ancien de ses amis me disait à l'époque de pouvoir l'aimer à cause de ce qu'elle appelait son air tellement malsain. Sur sa figure, il ne portait pas, il est vrai, des marques de prospérité. Seulement, tout en lui était au-delà de la santé et de la maladie, comme si l'une et l'autre n'étaient que des étapes qu'il avait dépassées. En quoi il ressemblait à un ascète d'une prodigieuse vivacité et d'une verve qui faisait oublier, pendant qu'il parlait, sa fragilité et sa vulnérabilité. Mais lorsqu'il se taisait, lui, qui malgré tout surplombait son destin, il donnait l'impression de traîner, on ne sait quoi de pitoyable, et à certains moments de perdu. Le poète anglais David Gascoigne m'a raconté avoir été poursuivi pendant des mois par l'image de Fondane, rencontré par hasard, boulevard Saint-Michel, le jour même de la mort de Chestov. On comprendra aisément pourquoi, après 33 ans, un être si attachant est singulièrement présent à mon esprit, et pourquoi je ne passe jamais devant le 6 de la rue Rollin sans un serrement de cœur. Cioran. L'action infâme fut accomplie. On dénonça Fondane à la Gestapo en mars 1944 et la police française vint l'arrêter en son domicile de la rue Rollin en même temps que sa sœur Lynn. Il fut transféré au camp de Drancy, puis en mai, déporté à Auschwitz. Le 3 octobre, il était gazé à Birkenau. Après sa mort, le nom de Fondane est vite tombé dans l'oubli, malgré les efforts de quelques-uns de ses amis, Claude Cernet, Boris de Schlosser, Stéphane Loupasco, Cioran. Fondane s'était tenu à l'écart de tous les groupes et de toutes les chapelles. Il avait d'abord été un destructeur. Il ne craignait pas de s'attaquer aux édifices les plus solides, dès lors qu'il décelait en eux un compromis avec les forces de mort. Il luttait à visage découvert, au risque de s'attirer les pires adversités. Poète, il ne concédait à la poésie que les domaines de la paresse et de la bêtise, et il osait faire de Rimbaud un voyou. Philosophe,
il pourfendait les mobiles de la philosophie. Il osait, c'est Chestov qui le lui fit remarquer à propos de la conscience malheureuse, il osait non seulement critiquer, mais parler ironiquement d'hommes aussi célèbres que Bergson, Freud, Husserl, Heidegger. Il allait jusqu'à engager le procès de la raison pour promouvoir les vertus de l'absurde. La pensée de Fondanne avait dérangé, avait empêché de somnoler en rond, avait bousculé les idées reçues. Maintenant qu'il n'était plus là pour la défendre, on s'empressait de l'oublier ou de l'occulter. Aujourd'hui, la parole de Fondanne ressurgit. La revue Non-Lieu lui a consacré un numéro spécial. Les éditions Plasma viennent de rééditer son essai Rimbaud le voyou, réponse au Rimbaud le voyant de Renéville, et réponse à toutes les tentatives de récupération du poète des Illuminations. Son faux traité d'esthétique, critique de toutes les conceptions réductrices de la poésie, à commencer par celle des surréalistes, La conscience malheureuse, un grand livre de philosophie existentielle, à une époque où l'existentialisme était encore riche de toutes ses potentialités. Enfin, toujours aux éditions Plasma, va paraître Le mal des fantômes, qui regroupe l'essentiel de sa poésie en langue française. La parole de Fondanne ressurgit, et cette parole témoigne pour les temps que nous vivons. Irréductible, solitaire, Fondanne n'a cessé de juger la société et la pensée de son époque avec un regard qui anticipait de leur développement jusqu'à nous. Avant qu'il fût de bon ton de les décrier, Fondanne avait dénoncé les maîtres penseurs de la barbarie à visage humain et s'était attaqué au fondement de leur système. Le germe totalitaire, inhérent à toute idéologie construite sur les prétentions de la raison, il avait su le déceler, l'isoler, l'analyser et lui opposer cette passion de la liberté qui se confondait avec son amour de la poésie. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes. Puisse-t-il ne pas crier vengeance? Le halali est donné, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligible. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, tort, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire, et titubant, hagard, à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, je rentrais me coucher, fatigué, le cœur las et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous avions perdue naguère dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas nés sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqués par les polices. Vous n'avez pas connu des désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation.
accusé d'un délit que vous n'aviez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage, pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra sans doute, quand ce poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi, dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Catherine Tieck, votre rencontre avec Fondane a suivi des voies très personnelles. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une rencontre. Il n'y a pas une rencontre d'être à être, mais peut-être par une voie qui est plus subtile et peut-être encore plus profonde, qui est une forme de transmission. Fondane, je l'ai connu sur les rayons d'une bibliothèque, qui était celle de mon père, dont il partageait à la fois les origines, la vie, la fin aussi. Et c'est un peu une littérature volée, si vous voulez. Quand j'ai connu Fondane, c'était pour moi un nom associé, c'est un nom qui m'était familier. Mais c'est une littérature que j'ai approchée peut-être comme on lit ça d'ailleurs, un peu derrière en cachette, si vous voulez. Et puis c'était une époque où à 15 ans, oui, j'aimais Camus, c'est vrai. J'étais frappée par des films comme Le destin d'un homme de Bondarchuk, comme Nuit et brouillard. Bon, évidemment, Rimbaud. Et je ne sais pas, Fondane était la référence même à tous ces amours, si vous voulez, à tous ces amours de jeunesse. Mais peut-être les autres choses, je les ai peu à peu abandonnées, alors que ma référence à Fondane est absolument permanente. D'où, si vous voulez, l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, au fond, comme dit Henri Corbin, avoir le courage de ses amours, c'est-à-dire à toujours rappeler, même un être qui n'a pas peut-être le prestige et la notoriété disons de Camus, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus important. Si vous voulez, Camus, d'ailleurs Sioran le dit très bien, Camus n'existerait jamais sans Fondane, c'est vrai. Et pourtant, on ne comprend pas pourquoi Fondane ne peut pas exister comme Camus, puisque les noms, les mots qu'il emploie dans sa philosophie, dans ses écrits, sont des mots très simples, sont des mots de tous les jours, sont des mots de poète plus que de philosophe. Et c'est ce qui tendrait à faire accepter Fondane encore beaucoup plus que Camus par une jeunesse, par une génération, par une inquiétude. On a souvent reproché, le terme souvent avec Fondane, ça n'existait pas, puisqu'on n'a jamais souvent parlé de Fondane. Mais on en parle maintenant, et les reproches qui lui sont faits, y compris par, disons, les nouveaux philosophes, et qu'il soit un romantique échevelé, avant eux, et surtout qu'il écrive mal. C'est très curieux comme reproche. Peut-être c'est pour ça qu'on a préféré Camus. Il écrive mal. Or, il n'écrit pas mal. C'est quelqu'un qui ne discute pas, qui n'écrit pas, qui exprime. Il exprime les choses. Il exprime Rimbaud, il exprime Baudelaire, il exprime Chestov. Il n'en parle pas. Il les exprime. Il exprime Job d'ailleurs. Il exprime les auteurs et les mythes et les idées. Bon, donc peut-être les lourdeurs de style à ce moment-là sont les faits d'un temps de pensée, si vous voulez. Mais sa pensée et ses écrits sont la même chose. Sa vie est la même chose. Et c'est curieux qu'il, lui, si prophétique, si intuitif, y compris sans doute sur sa propre vie, qui n'ait pu se ménager, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours vécu et écrit et pensé et créé, c'est un créateur, à découvert, enfin en état d'urgence.
Le reproche qu'on peut lui faire de mal écrire, c'est un reproche qui ne tient pas. La langue de Fondane est une langue extrêmement riche, extrêmement imagée, extrêmement forte, parce qu'il y a derrière cette langue toute une densité humaine qui est plus qu'une pensée. Et puis c'est une langue qui a une racine. Enfin, c'est pas. Fondane écrivait d'abord en roumain, puis en français. C'est une langue qui a des véritables racines, qui est. C'est un verbe. Enfin. Puis c'est une langue sans complaisance. Et puis si on se redit, c'est peut-être parce que il faut dire plusieurs fois la même chose pour qu'elle soit écoutée. Il faut aller parfois par 4 chemins pour aller au même endroit. Et c'est un peu le style de Fondane. Il va par 4 chemins, mais il ne repasse pas tout à fait par le même chemin. Peut-être pourrait-on parler d'une expression en spirale. À chaque spire, il mène son lecteur un petit peu plus loin. Oui, c'est un esprit en escalier, un esprit d'escalier, je crois on dit. Un esprit d'escalier dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire un escalier qui monte, qui virevolte, qui mène à quelque part, parce qu'un escalier, ça mène toujours à quelque part. Et puis Fondane, cette manière de... C'est un touche-à-tout dans le sens le plus moderne du terme, c'est-à-dire que la poésie, la pensée, l'homme, c'est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un champ du monde qui ne soit pas intéressant. Quand Fondane dit à propos de Charlie Chaplin, parce qu'il avait une admiration folle pour Charlie Chaplin, qui était pour lui le poète moderne par excellence, il dit dorénavant la poésie doit être sismographique, c'est-à-dire enregistrer les secousses, c'est-à-dire être comme une onde. Ça donne, si vous voulez, ça donne excuse et ça donne valeur à tout ce qu'il a, à tout son style, à toute sa pensée. Une pensée qui est peut-être discontinue à l'image du monde. Mais oui, mais il disait d'ailleurs, il faut faire avec ce que l'on a. Enfin, il disait ça en d'autres mots, mais il faut faire avec ce que l'on a. Et il faut qu'on arrête de penser que l'homme est surhumain et l'homme est mieux que tout. Et non, l'homme est humain, mortel, donc faisons avec. Et en effet, c'est tout à fait discontinu. Mais c'est un œuvre qui est tellement partie prenante. Enfin, c'est une œuvre qui est partie prenante. Et on imagine, c'est pour ça qu'il est facile d'imaginer Fondane aujourd'hui, parce qu'il serait partie prenante. Il ne faut pas le prendre à la lettre dans le sens, il ne faut pas penser trop à ce qu'il a dit sur un tel ou un tel. Il faut le prendre à la lettre dans son acuité, dans son intuition, dans son regard. Et dans sa révolte, dans son inquiétude, bien sûr. Oui. Lettre non envoyée. Je t'écris. Est-il rien qui soit changé au monde? Tu m'écris. Nous avons l'un et l'autre si peur de nous apercevoir qu'il neige dans nos cœurs et que nous sommes morts, l'un vis-à-vis de l'autre. Je suis mort peu à peu et sans m'en rendre compte. Tu es morte petit à petit, sans crier. La chaleur, par degrés, a fui notre courrier et la rose a déjà cédé au perce-neige. Parfois, je me souviens que tu étais jolie. Te souviens-tu encore que j'étais âpre et frais? Mais oui, car nous avons gardé les mêmes traits. Le temps ne marque plus les heures de l'absence. Chaque jour qui s'en va t'efface davantage en moi. Ne pleure pas, tu pars.
Mais c'est des trous qui restent là, au mur, où on rouillait les clous. Et quand tu t'en iras entière de mon être, rien ne subsistera qu'une passoire où l'eau naïve chante. Et oui, en moi, tu seras morte, ma chère, morte dans un mort. Et de la sorte, nous serons côte à côte, comme toujours, absents. Je t'écris. Comprends-tu? Je n'ai rien à te dire. Pourtant, je me cramponne à toi, ô toi qui es le glacier qui dans l'eau engendre son reflet. Un reflet qui serait quoi? À défaut d'image. Une des choses qui me touche beaucoup chez Fondane, c'est ça, c'est que l'antipoète qu'il est colle exactement à sa vie. Maurice Roche. D'ailleurs, dans le poème là, que je viens de lire, ce poème est aussi un sismogramme, disons. Est-ce que l'expression ne s'applique pas mieux à certains poèmes d'Ulysse ou de Titanic? Poèmes qui sont liés au thème de l'errance, à la découverte des villes, à la découverte d'un continent, à la découverte de la misère des hommes. Oui. Alors, vous savez, ce terme de sismographe me touche particulièrement. Je crois que tout poète, tout écrivain, tout musicien ou même peintre, enfin aussi peintre, enfin, quelle que soit la forme d'expression qu'on puisse choisir, le grand poète est d'abord un sismographe. C'est pas parce qu'il enregistre les secousses sismiques, le sismographe, il y avait un autre terme, je crois, on disait l'ennui, enfin l'ennui moldave, de Moldavie, hein, c'est ça. C'est pas l'ennui, c'est l'abandon. Abandon parce qu'il n'y a plus d'espoir. Exactement. Alors, on essaie de récupérer cet espoir actuellement dans toutes sortes de... dans un Dieu terriblement absent, dont il était parfaitement conscient. C'est pour ça que moi, ce qui me touche chez lui, je crois que sa modernité, c'est paradoxal, parce que ce que je trouve tout à fait moderne chez Fondane, c'est précisément, il n'a pas l'air de l'être. Benjamin Fondane est arrivé en France en 1923. Il avait alors 25 ans et déjà un passé d'écrivain reconnu en langue roumaine. Marina van Schipperheim, vous êtes historien d'art et spécialiste des mouvements d'avant-garde en Europe de l'Est. Vos recherches vous ont amené à rencontrer souvent le nom de Fondane. Voulez-vous évoquer ses débuts roumains? À l'époque,
on écrivait des poèmes qui étaient surtout des poèmes où le monde bucolique était le monde présent. Et c'est ainsi que Fondan, au moment où sa poésie est considérée bucolique, il y a un élément très important qui se passe, c'est que Fondan, en utilisant les mêmes éléments iconiques, les champs, la terre, les maisons de campagne, les petites ruelles des villages, les bœufs, le paysan, fait la révolution à l'intérieur même de ce cadre traditionnel, puisque en s'employant même avec les mêmes éléments qui faisaient une poésie traditionnelle, Fondan essaie de remettre en cause tous ces éléments-là qui sont d'un coup devenus un monde de la laideur, un monde qui est dépassé par un état de décomposition, une décomposition qui s'opère aussi bien dans la nature créée par l'homme que là dans la nature existante. Il y a une décomposition, mais en même temps une démarche qui va à l'encontre de tout l'enjolivement de la nature, de ce paysage bucolique, de ce paysage enjolivé par la tradition patriarcale roumaine. Fondan disait lui-même, enfin, de ses poèmes écrits en roumain, qui sont nés dans une Moldavie petite comme une noix, où s'élevait un élan fébrile et destructif. Je pense que le mot destructif conviendrait le mieux pour caractériser ce qui se passait dans la poésie roumaine de cette période d'avant et d'après la Première Guerre mondiale. Et il ne faudrait pas oublier que l'esprit destructif de Tristan Tzara était né quand même en Roumanie. Fondan aura quand même été à l'origine d'un groupe minuscule, je veux parler de Lilo. Lilo, c'est surtout enfin la modalité de Fondan d'exprimer ses pensées sur le théâtre, et pas seulement sur le théâtre, parce que l'île, Insula, en roumain, était un groupement auquel participaient des écrivains, des acteurs, des poètes, surtout enfin ce qu'on appelait les poètes de l'avant-garde de l'époque, et qui se voulaient plus qu'une compagnie théâtrale, mais qu'il envisageait enfin comme une réunion des esprits les plus avancés de l'époque, qui discutaient enfin sur les grands problèmes de la vie, du spectacle, du poème. Et je pense qu'en tant qu'expérience théâtrale, c'était une expérience assez poussée, assez moderne pour l'époque, puisqu'elle était, avant la lettre, un rejugement, enfin une récupération, mais dans le sens positif, de la commedia dell'arte. De la commedia dell'arte telle que, par exemple, Strehler l'avait envisagée les dernières années. Herza, în târg miroase a ploaie, a toamnă și a fân. Vântul nisip aduce fierbinte în pălămân și fetele așteaptă în ulița murdară tăcerea care cade în fiecare seară. Și factorul cu gluga pe cap, greoi și surd, căruțe fugărite de ploaie au trecut și liniștea în lucruri de mult mucegăiește. În case, oameni simpli vorbesc pe ovreiește, gâște cu pantofi galbeni vin lent după un zăplaz, auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz, cum învechește frunza în clopote de aramă, auzi tăcerea lungă și gri, care e toamnă, și diligența care vine din Dorohoi, pustiu din șes, se urcă cirezile de boi și cum mugesc cu capul întors, de parcă ar suge, cu ochii roșii, târgul cuprins de spaimă muge.
départ, quand il est arrivé à Paris, il partageait la révolte des surréalistes. Il y avait chez lui un désespoir qui était assez proche de celui d'André Breton ou d'Aragon. Et c'est seulement un peu plus tard, je crois, vers 26-27, qu'il s'est rendu compte que les surréalistes, finalement, recréaient un système, et Fondane ne voulait pas se trouver enfermé dans un système. Oui, par contre, Cerné et Adamov avaient lancé ce mouvement discontinuité qui lui semblait tout à fait à l'encontre des systèmes. Et sur le plan politique, il en était de même, alors que Breton se ralliait au communisme, discontinuité manifestait son inquiétude quant aux trahisons des espoirs qui avaient été ceux de 1917. Finalement, Fondane ne s'est pas engagé politiquement. Non, non. Mais surtout, c'est la raison pour laquelle il n'a jamais pu coïncider véritablement avec les intérêts surréalistes, et c'est un être absolument sans complaisance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le surréalisme tout avait récupéré toutes ses idées, ne serait-ce que pour créer. Ces idées étaient passées dans la création. Le malheur était devenu une chose qu'on exprimait. Et Fondane s'est toujours refusé à ça. Il est toujours pourquoi plaire alors qu'on peut faire peur. Il y a en effet, au moment où on a l'impression qu'au moment où un mouvement est accompli, où une idée fait son chemin, Fondane la quitte aussi, peut-être pour aller vers une autre idée qui va plus loin que la première. C'est pas une manière de faire progresser l'esprit, c'est simplement une manière de vivre. Et puis peut-être avec le surréalisme, les questions de personnalité étaient sans doute très importantes. Tout est désormais dans l'ordre. Rimbaud mort, son œuvre est venue enrichir le patrimoine national. L'insoumis se trouve à voir sa statue. La vie la plus singulière qui soit a fini par servir. Et le voici sans appel, rangé, classé, blanchi par les soins mêmes de cette vieille putain, l'histoire. Tout le monde a trouvé, grâce à Rimbaud. Mais, étrange paradoxe, il semble être le seul à n'avoir rien trouvé, seul à ne pas vouloir, obstinément, mettre fin à ce premier cancer qui le ruine, sa contradiction intérieure. Aussi M. Claudel se penche-t-il presque sur la bouche de Rimbaud pour recueillir les moindres miettes d'une foi obscure et sacrilège. Il garde la foi et met le reste sur le compte d'une folie providentielle. Le surréalisme se remplit les poches des carnets de chèques sans provision du voyant et méprise l'or fécond et lourd qu'il ne peut transporter. On lui fait grief de part et d'autre d'avoir déserté quelque cause, mais on le lui pardonne généreusement à condition qu'il soit mort, qu'il n'intervienne pas dans le débat. Car l'œuvre de Rimbaud juge le catholicisme, la vie de Rimbaud juge le surréalisme. Elle vomit le système logique qu'on lui a fait avaler de force. Elle porte plainte contre X pour abus de miracle. Extrait de Rimbaud le Voyou. Plus que du surréalisme, Fondane a été proche du groupe du Grand Jeu contre André Breton et les surréalistes. Il a pris la défense du Grand Jeu lorsque ceux-ci étaient attaqués lors de l'affaire du château, mais néanmoins Fondane n'a jamais appartenu au groupe du Grand Jeu. Il y avait dans le Grand Jeu une attirance pour la tradition orientale, qui n'était pas tout à fait la référence de Fondane. Il y avait un côté ésotérique qui n'était pas non plus celui de Fondane, et surtout peut-être le Grand Jeu
atteignait une certaine résignation, alors que pour Fondane, c'était le désespoir qui était la référence essentielle. En fait, de toutes les manifestations de l'avant-garde, si on peut parler d'avant-garde, c'est le cinéma qui a attiré Fondane. Le cinéma, et surtout le cinéma muet. Oui, parce que, si vous voulez, c'était l'art naissant, le cinéma. Il y avait eu la poésie, il y avait eu la littérature, le théâtre. Nouvelles qui surgissent et bon, comme je vous dis tout à l'heure, il était absolument fasciné par le personnage de Chaplin, mais il a lui-même été réalisateur puisqu'il a réalisé un film en Argentine. Et ce film n'a pas pu sortir parce que les producteurs même l'ont trouvé trop osé, avancé, et la bobine a été détruite. Ce film s'appelait Tararira. C'était un film absurde sur une chose absurde. Je crois que ce qui touchait Fondane dans le cinéma muet, c'est l'absence de discours rationnel. Et lorsque le cinéma est devenu parlant, ou bavard, comme il disait, le cinéma est devenu à son tour quelque chose de rationnel, et Fondane s'en est un peu désintéressé. Et il a aussi participé à Rapt, dont il a fait le scénario, d'après le roman de Ramuz, Le sang des races. Et en effet, quand il a écrit un très beau texte qui s'appelle Du muet au parlant, et quand le cinéma est devenu parlant, non seulement c'est devenu un art bavard, mais c'est devenu un art commercial. Enfin, il parle très bien de tout cet aspect de l'argent, etc. Scénario, paupières mûres, ciné-poème. 1. Une ombre court le long d'un mur mal éclairé, sur lequel court parallèlement une main indicatrice blanche. 2. Une autre ombre sur le même mur, la main indicatrice court dans le sens contraire. 3. La tête d'un réverbère à 2 bougies, 2 flammes, dont le regard humain. 4. Plonge désespérément dans la nuit, éclairant d'un réflecteur mobile à droite et à gauche, des formes ternes, enseignes, vitrines, hésite sur 5. Un gros morceau de trottoir sur lequel 6. Roule un chapeau. 7. La trajectoire d'un coup de poing. 8. Une main ballante, gantée de blanc. 9. Un nouveau coup de poing. 10. Un pantalon au pli irréprochable, fléchi. 11. Un pantalon de salopette. Et j'ai dit à mon propre espoir, que me veux-tu? Pourquoi me harceler sans cesse? Cette terre me plaît aux entrailles douces, ce nuage d'été se pose dans mes yeux comme un sanglot de joie. Ces lignes qui descendent et montent, c'est le monde. Ces lampes qui s'allument et meurent, c'est l'esprit. Ces bœufs au souffle lourd derrière les comptoirs, ce sont pourtant mes frères. La ville souffre à présent comme une femme angésine, mais patiente un peu. Dans une heure, au plus tard, sa danse jaillira dans le sang des hommes, si puissante, si dévorante, que la mort passera juste à côté du temps. La fête de la chair commencera bientôt. Cette chair qui me plaît aux entrailles douces, le long des quais, des gens, la tête sur la pierre, seront visités par des voix. Et chacun mangera son rêve quotidien. Dans les taudis, la nuit venue, chacun aura sur sa poitrine le beau lingot d'un songe d'or et un billet aller-retour pour un voyage salué des mouettes, vieilles dentelles de Venise. Et tandis que la mort prendra les escaliers pour fermer, ci et là, quelques paupières lourdes, la musique partout giclera comme le sang, si puissante, si dévorante, si près des puretés anciennes, que nous pénétrerons sans crainte et sans nausée dans l'eau tranquille de la mort.
En 1943, dans une lettre adressée à Georges Raymond de Seigne, Fondane se laissait aller à regretter l'oubli dans lequel on maintenait sa poésie. Mais il comptait sur la justice du temps et il concluait « Nous verrons bien vers 1980 ». 1980, nous y sommes, et par une coïncidence étrange, c'est dans cette année que placée l'œuvre poétique de Fondane. Je peux vous dire que c'est assez symboliquement que j'ai lu ce poème, extrait de ce livre qui s'appelle « 5 poètes assassinés », parce que pour moi, ça a une certaine histoire. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai trouvé il y a assez longtemps, quand j'avais 18 ans à peu près, donc avant 1956 par exemple, et c'est un livre que j'ai traîné avec moi pendant la guerre d'Algérie. Et c'est un livre que j'ai eu pendant des mois et des mois dans la poche de mon pantalon de treillis. Et alors voilà, je tenais d'abord à situer l'objet. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire de Fondane ? Pourquoi j'ai été touché et pourquoi j'ai envie d'en parler longtemps après. Il m'a semblé à l'époque, et j'en suis encore de plus en plus persuadé, que c'était quelqu'un qui interrogeait d'une manière véhémente et violente, qui interrogeait à la fois, je vais dire un grand mot, disons le créateur ou la terre entière. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, me semblait-il, qui était en perpétuel état de colère. Et ça, je dois dire que dans cette sorte de contexte de l'époque qui était le mien, parce qu'au fond, on se retrouve aussi, on se cherche dans les livres que l'on lit, je retrouvais une colère qui était la mienne, et j'aimais qu'elle soit plus que partagée, qu'elle soit annoncée déjà par quelqu'un d'une génération antérieure à la mienne. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que Fondane, le poète Fondane, écrit sa poésie à partir de sa biographie, constamment. Il travaille à partir du quotidien, il travaille sur le vécu, sur le sien, et il dit une certaine angoisse de vivre d'une manière assez explicite. Il y a tout un vocabulaire extrêmement réaliste, très, très proche comme ça du ras de la réalité que l'on retrouve d'un poème à l'autre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui, à cet égard, est très proche de gens comme Jacques Prévert ou Pierre Morange, qui sont aussi, notamment Morange, un grand oublié. Et ce que j'ai trouvé particulièrement dramatique et assez extraordinaire, c'est que finalement, cet homme qui écrivait sur sa biographie, s'est fait manger et s'est fait tuer par elle. C'est-à-dire que la biographie de Fondane, la biographie dramatique de Fondane que l'on connaît, a été plus forte que lui, a été plus forte que sa vie, et finalement, elle l'a englobé en entier. Alors je crois que c'est là une des sources, une des raisons de la véracité qui existe dans toute la poésie de Fondane. C'est une poésie qui ne ment pas, et malheureusement, l'histoire lui a donné raison, ou lui a donné tort, mais enfin, lui a surtout donné raison. D'un poème à l'autre, d'un livre à l'autre, il prend le monde à témoin, et la terre à témoin, et on a l'impression qu'il règle un certain nombre de comptes, que c'est un homme qui s'interroge sur sa propre existence, qui a des doutes, qui souffre, et qui le dit d'une manière véhémente qui me convient tout à fait, que j'aime beaucoup. J'étais en train de lire un livre, quand tout à coup, je vis ma vitre emplir son œil absent d'oiseaux légers et ivres. Oui, il neigeait.
la folle neige, elle tombait tranquille et fraîche dans le cœur tout troué comme un filet de pêche. C'était si bon, et j'étais ivre de ces flocons, heureux de vivre que ma main oublieuse laissa tomber le livre. En neige vue neiger la neige dans le cœur nu. Ô Dieu, que n'ai-je su garder dans mon cœur un peu de cette neige. Toujours en train de lire un livre, toujours en train d'écrire un livre, et tout à coup, la neige tranquille dans ma vitre. On parle d'avant-garde, on a beaucoup parlé d'avant-garde, hein, cette métaphore militaire, comme disait Baudelaire, qui est parfaitement dégoûtante. Eh bien, il s'est méfié des avant-gardes. Je crois qu'il les a un petit peu frôlés. Mais c'est pas un écrivain d'avant-garde, c'est un écrivain du futur. Mais ce n'est pas un écrivain futuriste. Ah, pas du et tout. il s'en défend. Pas du tout. Mais encore une fois, c'est très, très intéressant ça, parce que bon, il y a Tzara qui était roumain aussi, qui n'était pas futuriste, laïste, enfin c'est bon, grosso modo, ça peut être la même chose. Mais il y a toujours chez les écrivains d'Europe centrale, et en particulier les Roumains, qui ont cette espèce de, disons, de télescopage à la fois d'une langue, d'une syntaxe, disons, d'origine latine, et en même temps d'un vocabulaire slave, enfin un énorme vocabulaire slave. Il y a, alors, le vocabulaire, ça implique automatiquement une certaine façon sentimentale d'envisager les choses. Et c'est très étrange parce que ces écrivains roumains, que ce soit Cioran, même Ionesco, etc., font toujours de l'anti quelque chose. Et ils amènent brusquement à l'intérieur dans une écriture, enfin, puisqu'ils prennent la langue française, et une écriture qui se veut absolument rigoureuse, ils prennent cette rigueur, ils l'adoptent et ils la poussent, je parle en tout cas en ce qui concerne Cioran, et ils la poussent aux extrêmes limites. Mais en même temps, ils amènent cette espèce de trouble, de violence slave et de trouble étrange qui fait que ça... on se retrouve dans un univers tout à fait particulièrement contemporain. C'est le centre de l'Europe qui amène, qui éclate dans un univers tout à fait, avec une violence extraordinaire, enfin tout à fait violent. Chez Fontaine, il y a une violence contenue. Une violence qui s'exerce d'abord contre un certain esprit français. Oui, mais aussi contre l'esprit de Descartes. Origines, etc. Bien sûr, mais ça, c'est ça. Il y a un apport extraordinaire. On n'est plus dans un petit système bien réglé, bien choisi, etc. Brusquement arrive une sorte de folie, disons, mais une folie, mais qui, parce qu'il utilise une langue, la langue française, est obligé de se contrôler. N'est-ce pas ? C'est le délire contrôlé. Il y a l'anti-théâtre chez Ionesco, il y a l'anti-poète. Enfin, moi, comme anti-poète, ouais. Mais enfin, il faut être anti-poète pour être poète. Il y a... qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah ben oui, traité de décomposition, enfin le précis de décomposition de Cioran, bon, c'est le précis de décomposition, voilà, précis de composition, décomposition. Il y a quelque chose qui se décompose et on le fait à travers la langue française. C'est extraordinaire et en l'utilisant d'une façon tout à fait étonnante. Si je vous disais, enfin, moi je n'aime pas ce terme d'avant-garde, mais moi je tiens les poèmes enfin certains poèmes, même celui que je viens de dire, là, je trouve ça beaucoup plus d'avant-garde que certaines choses qui se font actuellement et qui se prétendent d'avant-garde, qui sont du sous de Tzara. Tzara aussi était... Le mouvement Dada était un mouvement aussi de décomposition. Mais il reste que dans l'avant-garde, il y a une foi dans le progrès. Et cette foi dans le progrès est absolument absente chez Fontaine.
Et c'est peut-être aussi là qu'est sa Comme je l'ai modernité. dit tout à l'heure, chez Fondane, il y a un abandon. Il ne peut pas y avoir foi dans le progrès quand il y a un abandon. Il y a une lucidité absolument terrifiante et c'est tout. Cela dit, il a écrit ces textes qui collaient précisément à sa vie, au moment même de sa vie, et il y croyait. Il avait raison. Mais je ne pense pas qu'il se faisait beaucoup d'illusions sur l'avenir de la planète. Il le dit d'ailleurs. Non, d'autant qu'il... Je tombe là sur de la mort, j'étais issu et je désirais la mort. Enfin, juste par hasard. Hein. C'est toujours l'ennui, et l'ennui de la vie, l'ennui de... au fond, c'est vraiment... Il a touché au plus précis de cela, c'est-à-dire de l'ennui de la vie, l'ennui. Et de temps en temps, il y a aussi un cri qui traverse le Ah ben poème. bien sûr, mais il y a plus que ça. Il y a un cri, de désespoir. Il y a bon, c'est ça, ce reflet, enfin les faux d'images. Bon, mais il y a des choses qui se recoupent. C'est curieux d'ailleurs parce que j'ai pensé souvent en lisant certains poèmes de Fondane à un autre poète que j'aime beaucoup d'ailleurs, Miloche. Il y a une sorte de couleur comme ça, de tristesse profonde, d'ennui aussi, et au fond d'un désespoir, mais d'un désespoir qui n'est pas, attention, enfin, qui n'est pas un désespoir qui est simplement de la lucidité, c'est-à-dire, bon, on va pas se tuer, encore que je crois que le geste de Fondane, enfin, il s'est assez exposé pour se faire mourir, et il y avait aussi là, je pense, un geste désespéré. Il aurait pu se cacher, il aurait pu faire des choses. Enfin, et neige tombée dans le siècle, loin, loin de moi, dans la nuit de ma 16e année, c'est effrayant, ça, enfin... quand on lit ça, ça fait penser à Miloche aussi, doux crépuscule, plus tard sur les quais des Maules, tant de fois on sanglots, nos adieux. Il y a toujours chez Fondane cette espèce de... Il y a toujours un adieu, il y a un au revoir, pas un au revoir, un adieu, pardon, il y a... bon, le fait même qu'il est... Et avec une espèce de prescience comme ça, comme d'une fin du monde. Il y a une espèce d'énorme sentiment comme ça de fin du monde. Et il arrive à le dire. C'est ça, moi, qui me frappe. Pour ça, on serait étonné, on dit, bon, je passe pour un écrivain d'avant-garde. Mauvaise expression encore, mais moi, ce qui me touche, c'est ça. Neige tombée dans l'âtre à présent, d'autres bûches flambent. Mais c'est la même chanson. Vrai, j'ai voulu en vain, pour un baiser de vos bouches, descendre aux enfers et payer la dure rançon, doux crépuscule. Hein, c'est tout à fait là, tout ce, je dirais, le charme slave à travers notre langue. Mais le charme slave, ça en dit donc, c'est terrifiant. Et la préscience... Qu'est-ce qui... La préscience devient quelquefois extrêmement précise. Par exemple, quand il dit « Et puis ce fut un soir, l'histoire s'arrêta de couler dans une ruelle sombre. Des hommes avancèrent vers moi, ils étaient beaux, ils me parlaient dans une langue inconnue. » C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est sa mort. C'est la mort. Et disons que dans une langue inconnue, brusquement, c'est Babel qui se télescope, qui s'étrangle. C'est l'étranglement de Babel. Et vous savez, je vais ajouter une chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Aragon qui a passablement pioché là-dedans. Il n'est probablement pas le seul. Non, non. Mais enfin, je dis... Ça, je tiens à ce qu'on le laisse. Je crois qu'on a aussi abondamment pioché dans les écrits philosophiques de Fondane. Alors là,
Maintenant, mais attention, on a abondamment pioché dans les écrits philosophiques de Fondan, et maintenant on s'aperçoit que, encore une fois, c'est très dangereux, parce que ça... Bon, je serais content que Fondan, ça devienne à la mode, mais pas n'importe quelle mode. Bon, cela dit, un grand esprit est fait pour... peut servir à bien des causes, Mais celle que Fondan a toujours voulu défendre, c'est celle de la liberté. Voilà. Oui. Qu'on ne le recolle pas. Ce que je voudrais, ce serait qu'on ne mette pas Fondan dans une sorte de ghetto philosophique. Poétique, on ne peut pas, parce qu'il a ça. Mais on va chercher, on va essayer de se l'attribuer. C'est bien, et c'est bien et c'est mal. Mais enfin... Moi, pour moi, c'est ça, c'est la rencontre avec un poète, un écrivain, qui n'est pas un écrivain. Voilà. C'était quelqu'un qui écrivait sa vie. C'est-à-dire que ce qu'on lit, lui, ça vibre à travers ce qu'il écrit, et il l'écrit avec une simplicité apparente, vous savez, vous le savez très bien, les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire. Et ça, c'est ça le sismographe. Je crois qu'il se serait tout à fait reconnu dans cette expression, dans la mesure où lui se réclame aussi de gens qu'il considère comme des penseurs non professionnels. Quand il parle de Chestov, quand il parle de Job, c'est toujours l'expression qu'il emploie. Ce ne sont pas les penseurs, les philosophes professionnels. Voilà, c'est pas un écrivain professionnel. Fondan, on l'aura compris, n'a pas foi dans les promesses de la raison. Il refuse tous les systèmes bâtis sur la raison. Il leur préfère la bêtise, la paresse, l'absurde, si c'est par eux que doivent se manifester les forces qui sont enfouies au plus profond de chaque individu. Et comme la pensée rationnelle est venue combattre chez elle la poésie, Fondan s'est fait philosophe pour l'attaquer sur son terrain propre. En cela, il fut aidé par sa rencontre avec Léon Chestov, qui était depuis toujours engagé dans une lutte contre les évidences, qui opposait à la science et à la morale, impuissante à rendre compte du vécu, une foi, indépendante de tous les dogmes, surgit de l'expérience existentielle. La pensée de Chestov fournit à Fondan de quoi alimenter et justifier son propre doute vis-à-vis de toutes les constructions de l'esprit. Dans La conscience malheureuse, à travers ses essais sur Nietzsche, Gide, Husserl, Bergson, Freud, Heidegger, il développe cette idée que l'homme, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance, a appris les lois de la nécessité, des lois qui l'obligent à accepter la souffrance, le malheur et la mort. La raison commande de se conformer à la nécessité, puisque celle-ci garantit l'ordre du monde et la quiétude du philosophe. Fondan s'insurge contre la nécessité, qu'importe l'ordre du monde à celui qui souffre ou qui se meurt. Fondan conteste le primat de la raison, qui n'est fondé que par la raison elle-même. Il se reconnaît dans la voix des prophètes de la Bible, dans les imprécations de Job sur son tas de fumier. Les combattants de l'être sont ceux qui ont osé croire contre la nécessité, contre l'ordre du monde. Il s'agit désormais de vivre sa recherche, hors les catégories de la pensée, hors le bien et le mal, hors l'épreuve. Mais une philosophie qui demande d'être vécue et non seulement suivie du bout des lèvres. Combien d'hommes peut-elle appâter, je veux dire séduire, puisque le disciple, et fût-il un sage ou un ascète, ne saurait s'y résoudre en l'absence d'une certitude finale, d'un terme qui lui reste ignoré, d'un Dieu qui ne se prouve pas et qui choisit seul ses victimes.
tout exiger de vous et ne rien vous donner en échange, si ce n'est que ce que vous trouverez tout seul chemin faisant, cela n'est pas d'un maître qui se fait suivre. Chestov nous abandonne en cours de route, il pense à son salut plus qu'au nôtre. D'autre part, Chestov se méfie à bon escient des recherches en commun, des méditations collectives, des vérités bonnes en tout temps et en tout lieu, des évidences qui s'imposent aux gens alors qu'ils sont ensemble et qu'ils se serrent les coudes. À cette omnitude sur laquelle repose le piège de la raison, Chestov, tout comme Pascal, Kierkegaard et Dostoïevski, opposera l'homme seul, et peut-être bien l'homme seul devant Dieu. Et non seulement seul, mais encore dépouillé, abandonné, privé du secours des lois, de la vertu, des œuvres, de l'appui d'un sol ferme sous ses pieds. L'homme seul, à qui non seulement il est tout refusé, mais encore à qui on demande tout. Il y a là, en germe, une vision de l'exception, un principe de sélection et de choix, une théorie de l'élu, puisée aux sources mêmes de la foi trahie par les églises, et qui est susceptible de transformer de fond en comble notre conception du judéo-christianisme. Entre les appelés, l'omnitude, la chair à canon de la philosophie, et l'élu, l'homme seul, qui est promis à la vérité plus que la vérité ne lui est promise, le hiatus est béant. Il ne s'agit pas d'une aristocratie comblée de tous les dons, de la joie à la sérénité, mais d'une aristocratie de malheur. C'est à cela que se réduit le rôle de l'expérience dite privilégiée. Extrait de La conscience malheureuse. Jean Ambrosi, vous avez été analyste, vous avez fréquenté les nouvelles écoles de psychologie américaine, vous êtes le fondateur de l'analyse psycho-énergétique. Comment avez-vous rencontré la pensée de Fondan ? La lecture de Benjamin Fondan a été tout à fait fortuite. C'est en fait une photocopie d'un volume d'édition originale que j'ai pu lire dans une université américaine. Et j'avoue avoir été extrêmement surpris du contenu de ce volume qui était La conscience malheureuse, et également surpris du fait que n'avoir jamais entendu parler de Fondan. Ça a été ma première rencontre, si vous voulez. Vous m'avez dit que cette pensée vous a apporté une aide efficace pour théoriser un certain nombre de problèmes rencontrés au cours de votre pratique clinique. Oui, la conscience malheureuse dépeint fort précisément la conscience, l'individu soumis à une certaine forme de logique. Et à partir du travail que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire l'analyse psycho-énergétique, toute forme de causalité, et la causalité qui est à l'origine de toute forme thérapeutique contemporaine est un petit peu laissée de côté au profit de ce que nous appelons la coïncidence. Il y a donc dans cette conscience, dans la conscience malheureuse, il y a donc une sorte d'apologie de la coïncidence qui est faite par Fondan et qui évidemment nous a posteriori comme un petit peu mettre à penser de ce système que nous essayons d'établir. Il y a aussi dans La conscience malheureuse tout un chapitre qui est consacré à Freud. Pensez-vous que cette critique de Freud soit toujours d'actualité ? La critique de Freud est d'actualité. Elle est pour moi tout à fait intéressante dans la mesure où elle a été rédigée au moment même où la pensée de Freud se répandait dans certains milieux, et ça a été, je crois, je pense que ce chemin pour cette critique s'ouvre à nouveau, et que bien des chercheurs ou penseurs ou philosophes qui envisagent justement à la fois le côté historique et la légitimité historique, si vous voulez, de la psychanalyse, vont à nouveau s'intéresser à Fondan et à tout ce qu'il a pu en dire, même si parfois le ton est franchement polémique, et
lorsque Fondan rappelle par exemple qu'il y a moins de fondements, il y a moins de preuves historiques à la réalité du père primitif de Freud qu'à la réalité de la Bible, je pense qu'il va d'abord peut-être un peu loin, mais en même temps il ouvre des portes à des chercheurs qui jusque-là ne se seraient peut-être même pas intéressés à la critique freudienne. Donc je pense que la critique de Fondan est tout à fait actuelle. Si, derrière l'intelligence à laquelle se cramponne l'homme, se trouve le savoir, que se trouve-t-il donc derrière l'erreur et l'absurdité? Eh bien, il se trouve l'espoir. Et que nous promet cet espoir? L'impossible. De fait, qu'il se révolte contre la condition qui lui est faite, qu'il s'y soumette de bon cœur, ou qu'il émette en s'y soumettant des jugements de regret, selon l'expression résignée de William James. L'homme, après avoir souscrit au malheur, déserte sournoisement le réel du savoir, et consciemment ou non, projette entièrement sa vie dans les catégories de l'erreur et de l'absurdité. Je veux dire du possible. Évidemment, d'abord, je pourrais dire qu'il y a un combat singulier entre Fondan, poète, et Fondan, philosophe. Marina Vancy. Les mots sauvages, qui sont la préface du volume publié en 1930, attestent justement de ce combat singulier qui se poursuit, qui se passe entre les deux états de l'esprit de Fondan, celui de la poésie, par lequel il croit quand même qu'une vision esthétique du monde pourrait trouver enfin le sens, pourrait trouver le sens de la connaissance, et d'une autre part, Fondan philosophe, qui est cette fois-ci celui qui sort peut-être victorieux du combat, de ce combat, où la connaissance n'est pas entravée par les fioritures, si on peut dire, je ne sais pas si le mot est français, de l'esthétique poétique. Il y a dans ce que Fondan va exprimer à travers sa pensée philosophique des points communs avec Lupasco d'une part, avec Cioran de l'autre. La liaison qui est plus profonde entre ces trois personnages, c'est une liaison qui fait référence à leur passion commune pour l'esprit dialectique. J'appellerais peut-être Fondan un Héraclite de la douleur, puisque dans ce superbe vers qu'il a écrit, on ne peut pas pleurer deux fois la même larme. Il y a un sentiment, enfin une hyperbole dans le sens de la douleur profonde, du désespoir, du célèbre dicton héraclitien, on ne peut pas se baigner deux fois dans l'eau du même fleuve. Il y a cette dialectique en commun entre la philosophie des sciences de Lupasco et la philosophie de Cioran. Il y a quand même une différence dans la méthode, si vous voulez, si la méthode peut-être est surtout celle de la dialectique, mais il y a une manière qui diffère chez les deux philosophes. Chez Lupasco, il y a surtout une dialectique de la logique. Il y a une poussée, si vous voulez, de la logique cartésienne, poussée à un extrême, à un plaisir, enfin du jeu de la logique. Chez Fondan, la logique n'existe pas. Il y a un enchaînement de la dialectique, de cette pensée en spirale, de cette pensée ascensionnelle, de cette négation permanente de la négation, où la logique n'y entre pas en ligne de compte. Il y a plutôt, oui, je penserais peut-être à une sorte de révélation. Une révélation qui met en cause peut-être tout un jugement, mais qui n'est que point d'aboutissement et point de repart de sa pensée en même temps.
Et en même temps, il y a chez Fondan aussi une volonté de détruire la logique, une volonté de combattre ce que Chestov appelle les évidences de la raison. Et c'est tout son volume, La conscience malheureuse. Tout à fait. Et en cela, il y a la liaison très profonde qui relie Cioran de Fondan, puisqu'il y a dans cette, si vous voulez, dans ce désespoir, dans ce précis de décomposition, non seulement d'un système de pensée, mais aussi d'un résultat de la pensée et de l'effet de la pensée, une sorte de unanime état d'interrogation qui ne trouve pas de réponse et qui finit avec un point d'interrogation toujours. Et je crois dans ce sens que Cioran, en définissant Fondan, se définit lui-même. Il se définit comme, Cioran définit Fondan comme le génie de la variation qui a l'horreur du point. Alors que je pense que Cioran s'inscrit dans la même lignée de l'horreur du point. Et en cela, je voulais dire qu'il y a une modernité de Fondan, une possibilité d'aimer et de s'intéresser à Fondan en ce temps qui peut-être n'y était pas possible il y a quelques années. J'ai toujours soutenu l'idée des ancêtres nécessaires. C'est qu'une époque trouve toujours les ancêtres dont il a besoin. Et je pense que la génération actuelle, par le refus de tout totalitarisme idéologique, de toute doctrine qui renfermerait la pensée dans une sorte de cage et qui donnerait des réponses définitives, a trouvé dans Fondan je ne dirais pas un maître en pensée, puisque Fondan aurait eu horreur de ça, mais un mobile qui nous fait ouvrir toujours cette possibilité de quête permanente sur la conscience de l'homme et sur sa possibilité de libération. Parce qu'il n'y a pas de point chez Fondan, peut-être qu'au plus profond de son désespoir, il subsiste quand même encore une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir au sommet du désespoir. Est-ce que c'est un espoir en l'homme ou est-ce que c'est un espoir en un Dieu? Je crois que c'est un espoir dans la possibilité de penser et le cheminement de la pensée de l'homme. Et cette pensée déboucherait vers un progrès humain? Ah non, surtout pas. Je ne crois pas que Fondan serait l'adepte d'un certain progrès. Le seul progrès qu'il accepterait, c'est le progrès, c'est dans le sens dialectique justement de cette spirale, de cette négation de la négation, de ce sens, de cette jugement, de cette chaîne, de cette explosion en chaîne. Le seul espoir, c'est dans la perpétuité, si vous voulez, de l'interrogation. Mais niant la négation, oui. Ne va-t-il pas jusqu'à nier la mort de Dieu? Je crois que l'existence de Dieu est aussi sous signe d'interrogation dans toute l'œuvre de Fondan. Et il ne conclut pas. Il ne conclut pas, puisqu'il serait justement l'occasion d'y mettre point. Benjamin Fondan, un insurgé de l'existence, par Michel Carassou, avec Jean Ambrosi, Maurice Roche, Catherine Tieck, Marina Vancy-Perhaim, Franck Venaille. Les textes de Benjamin Fondan étaient lus par Roger Blin et Claude-Émile Rosen.